fin 48, oui, fin 48, j'ai embarqué sur le croiseur Georges Lègue, qui était en voyage à Toulon. Et en avril 49, j'ai été embarqué sur le navire atelier Jules Verne. Le navire atelier Jules Verne qui a fait mouvement sur l'Indochine, escale à Saigon la première fois, deuxième fois, escale à Haiphong. Là, j'ai été muté à la flottille amphibie Indochine Nord. La flottille, c'était la base de ce qu'on appelait en Indochine les dinasos. Lorsque je suis arrivé là, j'ai été désigné pour rejoindre un renfort de marins, un détachement de marins, pardon, qui partait sur les USA. La mission, c'était de convoyer 6 LSSL de la base de Norfolk en Indochine. Et lorsqu'on est arrivé à l'approche des côtes indochinoises, 3 LSSL ont pris la direction de Saigon, les 3 autres ont pris la direction de Haiphong, et c'est le 6 on faisait partir, c'est-à-dire j'étais du 6. Fin mai, le 6 a été attaqué, et le 6, on était au mouillage à proximité du poste de Ninh Binh. Il a été violemment attaqué, il a encaissé 5 obus de 75 qui ont fait des dégâts, qui ont blessé des membres de l'équipage. Il y a eu de nombreux blessés, dont certains ont été évacués. Personnellement, j'ai refusé d'être évacué avec l'accord du Pacha. Un petit détail que j'ai oublié, c'est important de le savoir, c'est que les Viets, lorsqu'ils ont attaqué le 6 à Ninh Binh, on a découvert sur la berge un affût de canon de 75 de montagne. Si vous dire la puissance de feu, ils avaient trouvé le moyen d'approcher ça à environ 200 mètres du bateau. Donc vous êtes en fin de séjour, vous quittez l'Indochine et vous êtes en fin de contrat et après 3 ans, un peu plus de 3 ans, pratiquement 4 ans de service, vous rejoignez la vie civile. Que faites-vous après? Bien après, j'ai tenu un commerce d'huîtres à Lille et puis en mars, j'ai décidé de repartir, je voulais me rengager. Donc je suis allé au bureau de recrutement de Lille, et c'est un adjudant qui m'a reçu, et je lui ai parlé de me rengager, il m'a dit pas de problème. Donc j'ai signé le contrat, un contrat de 2 ans au titre du bataillon français de l'ONU. Après avoir signé le contrat, une dizaine de jours après, j'ai embarqué sur le Félix Roussel à direction de la Corée. Lorsque je suis arrivé, j'avais été affecté à la CCB, j'étais conducteur de Jeep. J'étais le chauffeur de l'officier du 2e bureau et du capitaine Monteil, qui était officier de liaison avec la division. Donc j'ai eu l'occasion de me déplacer sur la ligne de front, et je me suis dit, tu vas revivre ce que ton grand-père a vécu en 14-18, parce qu'à cette époque-là, la ligne de front était stabilisée, c'est-à-dire que c'était les blocos, les tranchées, la vie du poilu de 14-18, quoi. Et puis est arrivé le désaccord de Panmunjom, le BFONU a fait mouvement sur l'Indochine. En arrivant en Indochine, il a été dissous, il a pris la présentation de régiment de Corée à 2 bataillons rattachés au GM100. Et à mon arrivée au bataillon, j'ai été affecté 357e CSM, c'est-à-dire compagnie de supplétifs militaires. Donc la mission qu'on m'avait prévue, c'était le remplacement de l'adjudant qui lui était en fin de campagne et en fin de carrière aussi. Lorsque je l'ai remplacé, je n'étais que caporal-chef à l'époque. Au mois d'avril, le lieutenant qui commandait le poste a fait une sortie avec moi. Il a été blessé, évacué, et le lendemain, je recevais un message de l'UCNAM en me disant, à partir de ce jour, c'est vous qui prenez le commandement du poste. Donc je devais être sergent, je crois, à cette époque-là. Donc là, à Tuxienne, lorsque je suis arrivé dans le poste, c'était un délabrement complet dans le sens au niveau des défenses.
C'est-à-dire, j'ai constaté, par exemple, le réseau de barbelés, c'était bien, mais enfin, c'était des barbelés posés sur des rochers. Il fallait savoir que les Viettes, lorsqu'ils approchaient du poste, une personne arrivait au réseau de barbelés debout sans qu'on le voie. C'est-à-dire environ 80 mètres du poste, il pouvait arriver debout sans qu'on le voie, vu la pente qu'il y avait. Donc, le capitaine Monteil, qui lui était chef de bataillon, m'avait demandé de mettre en place les moyens qu'il fallait. Donc j'ai pris la décision, donc j'ai refait à neuf le réseau de barbelés, la réserve d'eau, enfin des trucs de travaux, et j'avais prévu de défendre mon poste, non pas avec des armes conventionnelles. J'avais décidé de prendre des armes qui normalement sont employées en offensif, à savoir lance-flamme, et puis, comment dirais-je, grenade incendiaire, c'est-à-dire que lors du premier assaut qu'il y a eu, là, de la première attaque des Viettes, je veux dire, je pense que si on s'est vite reculé, c'est tout simplement que lorsque l'on voit des camarades qui flambent devant, on est déjà moins courageux pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que j'ai réussi à tenir le poste pendant 14 jours. Et j'ai eu de nombreux morts et blessés. Et ce qui a été difficile à vivre, c'est que c'était un poste, comme je le disais, sur un éperon rocheux. Donc impossibilité d'enterrer les corps. J'étais obligé de déposer les corps dans une ancienne soute à munitions et je recouvrais les corps du sable du mortier de 80 qui avait été entré. Moi, Jean-Chef, quand vous êtes rentré de votre deuxième séjour d'Indochine, il s'est passé quand même un événement important dans votre vie. Vous vous êtes marié. Oui. Oui, je me suis marié à Perpignan. Je vais dire, moi, je suis marié à Perpignan en 1955. J'ai mon fils qui est né à Montlouis, d'ailleurs. Hein. Et puis, comment ça s'appelle, après avoir fait ces différents stages, c'est là où j'ai quitté, comment dirais-je, Montlouis, le 11e choc, et j'ai rejoint le bataillon de Corée en Algérie. On voulait fouiller des grottes. C'est bon. Fouiller des grottes, c'est bien. Tout le monde peut le faire. Fouiller des souterrains, c'est différent. Donc j'avais sélectionné 4 personnes avec moi, quoi, 4 équipiers. Et on était chargés de la fouille des grottes, justement. Et puis un jour, en fouille de grotte, lorsqu'on est rentré, c'était étroit comme passage, mais enfin c'était bien une grotte. Et puis au moment, je veux dire, on était rentré dans la grotte, les fels ont fait sauter l'entrée de la grotte, et puis on s'est trouvé emmuré. On est resté à peu près 4 heures sur terre. D'ailleurs, on était pour le bataillon, on était considéré qu'on était mort, quoi. Puisqu'ils disaient, ils n'ont pas pu s'en réchapper, quoi. À un moment donné, j'ai entendu parler dans un langage, dans ma tête, je me disais, ça ne peut pas être les Fels, parce que, il me semble, ils ont un drôle d'accent. Alors j'ai crié, adjudant Machet, bataillon de Corée, et il m'a été répondu, René Lécuyer, 2e rep. Et eux étaient rentrés dans les mêmes, mais par l'autre côté de la montagne. Dans cette patrouille, dans les souterrains, si je puis dire, on est tombé sur deux fels, là, qu'on a fait prisonniers. On a récupéré des armes, et ils avaient des documents que j'ai su par la suite, très importants. Donc là, donc en mai 1960, vous rentrez d'Algérie, oui. Et là vous êtes affecté à Saint-Mexan. À Saint-Mexan, l'école, donc à l'école d'application de l'infanterie, oui. Au début, et ensuite comme formateur à l'école de sous-officiers. Nouvelle expérience pour vous? J'avais vécu une fois en Algérie, j'ai vu un gars qui a essayé de franchir un mur, il fait à peine 2 mètres, et s'il l'avait franchi comme on doit franchir un obstacle, il n'aurait pas été tué. Cet acte-là m'avait marqué. Lorsque je suis arrivé donc là, je dis je veux former des sous-officiers, mais je veux former aussi des combattants, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire. Je veux dire, j'ai été très dur avec eux, avec le parcours du combattant, avec la marche, avec, je veux dire, sur le plan sportif, je voulais des gens qui soient d'une certaine façon aguerris. Le but, c'était ça, entretenir le physique et le mental. Les deux vont de pair, parce que on peut être très bien sur un physique. Je prends le marathon des sables, on avait 5 commandos
norvégiens dans le marathon des sables. Il n'y en a aucun qui a terminé. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer leur effort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la gestion de l'effort, mais il y a aussi l'exemplarité, mais exemplarité partout. Et pour vous citer un exemple, ça peut peut-être prétentieux, lorsque j'arrivais devant les élèves, si j'en voyais un qui n'était pas rasé, je lui faisais ça. Vous avez vu? D'aller dire, le chef, lui, il est comme ça. Vous ne l'êtes pas. Vous voyez, cette exemplarité-là, permanente. Et de ne jamais commander quelque chose à quelqu'un si on n'est pas capable de le faire soi-même. Je prends le parcours du combattant, par exemple, pour quelle raison je m'entraînais physiquement. Le parcours du combattant, je veux dire, la fosse et puis la table irlandaise, je veux dire. Je montais tout en décomposé, donc il fallait énormément de puissance pour bien décomposer tous les mouvements du bras, tout en décomposé, m'arrêter, m'expliquer, reparler. Vous voyez ce que je veux dire? Mon but était ça. Et je parlerai toujours l'exemplaire, mais exemplaire partout. Parce qu'il est très facile, mais c'est valable dans une entreprise, il est facile d'être un très bon ouvrier, mais on ne sera pas capable forcément de faire un bon patron. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, je fais ces deux comparaisons-là avec le militaire, c'est le cas de dire. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas exemplaire en tout, et ne jamais montrer, et c'est là où c'est difficile, quelquefois je repense toujours quand je parle de ça, je pense à Tuxian, je veux dire. À aucun moment, ils ont pu savoir, je me disais, demain c'est fini, dans ma tête à moi, mais je ne l'ai jamais montré, jamais. Et je crois que c'est important pour un chef de ne pas le montrer, l'état d'âme, même si on a la trouille. Il ne faut pas prendre la rigolade, mais pas montrer qu'on a peur si on ne veut pas. Voilà les conseils que je donnerais.